Bonjour. Manège des Savoirs International reçoit aujourd'hui M. Jacques Godefranc, ancien ministre français de la coopération. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît, je dirais, très peu, peut-être, et certainement en Afrique. Alors, avant de parler éventuellement de votre activité présente, mais comment vous avez, monsieur le ministre, rencontré l'Afrique? Enfant, jeune adolescent, mon père a été inspecteur des écoles vétérinaires et il pensait que ce serait utile à l'Afrique qu'il y ait une école vétérinaire interétatique avec 11 États africains qui se regroupent pour en créer une qui soit la leur. On est en quelle année là, monsieur le ministre? Ah, on est en quelle année? Attendez, on est dans les années 60, au début des années 60. Et là, cette école existe aujourd'hui, marche fort bien, c'est l'école de Dakar. Voilà. L'école de Dakar. Donc, qui forme uniquement des vétérinaires. Des vétérinaires, oui. De ces 11 pays africains, et qui même reçoit des étudiants français qui vont faire leurs études vétérinaires à Dakar, comme ils le feraient à Toulouse, à Nantes, à Lyon ou à Paris. C'est le même enseignement, monsieur le ministre, oui, oui. Vétérinaire, et il peut aussi être vétérinaire en France ou dans le monde, c'est le même enseignement, c'est spécifiquement pour les pays tropicaux. C'est le même enseignement, alors effectivement il y a des spécialités en 4e année ou en 5e année sur les maladies tropicales, mais enfin c'est le même enseignement. Alors donc, c'est vos parents, et puis vous-même évidemment. Oui, alors, vous savez ce que c'est, quand on entend parler tous les jours de la création d'une future école vétérinaire à Dakar, bon, à force on a envie d'y aller. Oui. Et puis, le sort dans la vie, ça compte beaucoup. Je rentre à l'UTA, une compagnie aérienne française, que tous les Africains connaissent. Oui, UTA, Air Afrique. Enfin, Air Afrique va venir par la suite. Oh non, UTA et Air Afrique se complètent. Oui, la transformation se fait. Voilà, ils travaillent ensemble, et donc je suis appelé à venir souvent en Afrique, à rencontrer les Africains. Nous étions une compagnie qui transportait l'élite africaine, souvent. Quel lien, monsieur le ministre, avec la coopération? On va en parler avec votre métier. Vous avez joué, en clair, est-ce que vous avez joué un rôle dans cette compagnie? Ah oui, j'ai eu plusieurs fonctions. J'ai dirigé en adjoint les relations extérieures, puis surtout j'ai UTA. Et surtout j'ai imaginé de nouvelles lignes, ce qui a été fait sur Bahreïn, Mascate dans le Golfe, Malte en Méditerranée, Nouméa à Tokyo, et puis en Afrique j'étais un des premiers à aller défricher une ligne sur Luanda, en Angola. En Angola, oui. Et c'était toujours, c'est une coopération France, toujours. France-Afrique. Toujours, oui. Donc, même il y avait des pilotes qui étaient à Air Afrique, qui étaient africains. Et vous êtes de quelle formation avant d'arriver dans le cursus d'activité, de collaboration et puis une grande carrière politique par la suite? Je vous rassure, je ne suis pas énarque. ça ne m'explique pas, monsieur le ministre. J'ai fait des études de sciences économiques et de sciences politiques à Toulouse, que j'ai terminé à Paris par la suite. Voilà. C'est simplement un petit éclairage pour ceux qui vous découvrent, en train de faire gentiment votre portrait, et aussi vous êtes un grand ami de l'Afrique. Ah oui, je me considère comme un grand ami de l'Afrique, parce qu'elle me le rend bien, parce que les liens d'amitié c'est dans les deux sens, et je peux vous dire qu'en Afrique j'ai des quantités d'amis dans beaucoup de pays. Alors je ne suis pas sur le devant de la scène, parce que je ne m'y mets pas, parce que je préfère les relations profondes, intimes même, fraternelles, avec l'Afrique plutôt que le clinquant et les feux d'artifice. Dans le sillage donc de la... Oui, j'ai général de Gaulle d'ailleurs. Oui. Certains affirment que vous êtes véritablement, alors là,
pas le fan, la personnalité qui est, mais pratiquement imprégnée dans la culture du général de Gaulle. Et on a vu cet après-midi la Fondation Charles de Gaulle en votre compagnie et à votre invitation. Alors, vos parents d'abord, et puis vous ensuite, vous rencontrez le général de Gaulle dans quelles conditions? Je suis très jeune et pas encore dans la vie courante, mais moi j'ai rencontré de Gaulle à 15 ans en 1958. En 58. 58, il faut imaginer la situation dans laquelle se trouvait la France. C'était la fin de la 4e République. Les finances publiques n'étaient pas tenues. Imaginez que les fonctionnaires français n'ont pas été payés pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait plus d'argent? Il n'y avait plus d'argent, il y avait une sorte de banqueroute. Mais oui, au fait que le pays est pauvre. Le pays dépense plus qu'il ne gagne. Ça continue peut-être aujourd'hui. Ah, ça, je ne prononcerai pas. Mais c'est comme une famille, un pays. Hein. Il ne faut pas dépenser plus que l'on a. Le Premier ministre, enfin le président du Conseil de l'époque, Félix Gaillard, va à Washington, comme on dit, pour faire la manche. La police est dans la rue, manifeste avec des banderoles, je veux dire. Et puis il y a la guerre d'Algérie, qui est quelque chose de très compliqué, voilà, et la France est à plat. Et puis tout d'un coup, à l'occasion des événements d'Alger, la France se dit, et si on faisait appel pour s'en sortir, au général de Gaulle, il en a sorti une fois, et peut-être qu'il pourrait recommencer, et c'était un grand courant populaire pour le retour du général de Gaulle, au point que le référendum qu'il a proposé pour la 5e République reçoit 80% d'approbation dans les urnes. Oui, voilà. C'est pour dire que les Français avaient le souvenir de leur sauveur. Ah oui, tout à fait. Et donc vous continuez donc sur... Alors, et vous devenez, comment vous devenez je deviens militant. Vous devenez ministre de la coopération. Longtemps après, mais je deviens militant de ce qu'il fait. Je peux même dire... Militant de quoi? De quel mouvement? Militant du mouvement qui le soutenait le plus, c'est-à-dire l'UNR, c'est lui. Et je peux dire, sans être gêné, que s'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, je ne me serais jamais lancé en politique. Vous dites ça parce que vous... Non, c'est pas... Non, je dis ça parce que c'est la réalité, ou vous dites ça parce que vous êtes vraiment à fond dans la culture gaulienne, avec ses principes, avec sa logique? Parce qu'il faut imaginer ce que le message du général à mon pays, à la France, il était visionnaire. Je veux dire par là qu'il sentait les choses des années à l'avance. Quand il dit le 18 juin, cette guerre, nous pouvons la gagner un jour, parce que c'est une guerre mondiale, alors que la France est écrabouillée par les Allemands. Écrabouillée, ils sont partout. On est battu, 4 ans après, on est à la table des vainqueurs pour signer l'armistice. Lorsqu'il dit dès les années 60, qu'il faut que la France se dote d'une énergie qui soit la sienne, se dote d'une industrie aéronautique, se dote d'une industrie dans les communications, dans la téléphonie, dans tout ce qui est les nouvelles technologies d'aujourd'hui qu'on utilise, à l'époque, on me disait, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi faut-il faire des fusées pour aller dans la Lune alors que le Mont chemin n'est pas goudronné? Sauf qu'aujourd'hui, si on n'a pas de fusée, on n'a pas de téléphone. Oui, donc je ne veux pas vous interrompre brutalement, monsieur le ministre. Vous rappelez ce que le peuple français connaît, et à juste titre, c'est-à-dire que le général de Gaulle était un grand visionnaire, par ses réalisations, et tout à fait. Après coup que les Français se sont aperçus qu'effectivement, c'était un grand Français, pour prendre une expression qui est justifiée, parce que c'est les actes après le départ des nôtres ou nous-mêmes qu'on se souvient des travaux qui ont été réalisés. Et par rapport à l'Afrique, puisque c'est vraiment le sujet auquel on est attaché, il avait compris que ces peuples africains ne pourraient pas rester éternellement sous le contrôle de la France, qu'il fallait bien qu'un jour ils prennent en main leur destin, comme il disait, c'est-à-dire qu'ils soient indépendants. Alors les